Alors, je suis extrêmement ravi d'être là et de pouvoir partager ça avec vous ce matin. Donc, moi, je suis le local de l'étape. Je suis Master 1, si ça vous intéresse. Et donc, on m'a demandé de vous présenter et de participer à cette session cas clinique. Donc, j'ai légitimement, et c'est un choix très personnel, voulu vous présenter quelque chose d'extrêmement simple parce que pour moi, les cas cliniques, ça doit représenter la pratique de tous les jours, et donc on ne va pas partir dans une histoire de chasse avec un diagnostic complètement fou, mais plutôt dans un motif de consultation qui est extrêmement fréquent pour les gens qui font de la cardiologie du sport et qui pose quand même assez souvent pas mal de problèmes. Donc vous avez vu, j'ai fait durer le suspense jusqu'au bout, j'ai pas mis d'intitulé, j'ai juste mis session cas clinique. Donc le cas clinique il est amené comme de la manière suivante. Donc c'est un patient qui m'est adressé par un collègue médecin du sport pour réaliser une épreuve d'effort sur cycloergomètre en conditions maximales. Donc je vais vous raconter le contexte. C'est un homme de 69 ans qui vient à la consultation et ce monsieur, donc, qui vit à Chamonix depuis de nombreuses années, est guide de haute montagne la majeure partie de l'année. Il est également moniteur de ski le reste du temps. Donc pour la petite anecdote, il a amené le Premier ministre japonais au sommet du Mont Blanc. Donc autant vous dire qu'il connaît beaucoup de monde et qu'il connaît bien la montagne. Il fait du sport tous les jours. Et si on essaie de cadrer un petit peu sa pratique sportive et de voir à quoi ça correspond, à 69 ans, il fait encore 150 à 200 km de vélo de manière hebdomadaire. C'est un compétiteur. Donc à 69 ans, il continue de faire des cyclos très régulièrement, 3, 4, 5 par an. Il n'a aucun antécédent cardiovasculaire, rien. Il ne prend aucun médicament. Et sur le plan traumatologique, vous allez voir, ça a son importance dans le cas clinique. Il est tombé en vélo en cyclo. Il s'est fracturé le col du fémur, il a eu un clou gamma pour ça. Sur une autre cyclo, il est tombé, il a eu un traumatisme crânien avec une hémorragie intracrânienne pour laquelle il garde une diplopie séquelaire. Et il continue de faire du vélo. Et il a chuté sur une autre cyclo, et suite à quoi il a eu 4 arthrodèses cervicales. Vous allez dire, c'est un forcené. Non, en fait, c'est un sportif. Le motif de consultation, c'est qu'à 69 ans, il a son compteur sur son vélo et il a eu une alerte au décours d'une sortie vélo qui lui a dit « Ouh là là, ça va pas, votre fréquence cardiaque est beaucoup trop rapide » et c'est ce qui l'a poussé à consulter, à aller voir le médecin du sport pour une autre problématique de ostéo-articulaire et il lui a parlé de ça et c'est la raison pour laquelle il arrive à ma consultation. Donc la première des questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est donc le fameux syndrome du cardiofréquence-mètre qui n'est pas du tout défini, mais auquel on est confronté en tant que cardiologue du sport très très régulièrement. Donc pourquoi j'ai voulu parler du syndrome du cardiofréquence-mètre? Parce qu'il y a ce papier extrêmement intéressant, qui est un position paper qui est sorti dans ERA donc l'année dernière, qui vous montre comment utiliser, ou en tout cas qui vous guide pour savoir comment utiliser les objets connectés pour détecter et manager les arythmies. Et je trouve que ce papier a le mérite d'être extrêmement pratique et extrêmement bien fait, et on va essayer de suivre une trame pas à pas pour comprendre comment ça se passe dans ces circonstances-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la pratique de tous les jours et dans la vie de tous les jours, des objets connectés, il va y en avoir de plus en plus. Regardez, c'est des projections en 2026. En termes de trackers d'activité et de montres connectées, on envisage qu'à l'échelle mondiale, il va s'en vendre 330 millions dans l'année 2026 et que vous voyez, comme c'est matérialisé sur la partie en bas à droite de la diapo, qu'il y en a de toutes formes et de toutes sortes et qu'il en sort tous les jours de plus en plus nombreuses. Donc, par la force des choses, même si on n'a pas envie, on va être confronté nécessairement à ces données-là. Il va falloir savoir quoi en faire. Donc, pour recerner le contexte, le tracker d'activité lui a dit, au décours de sa sortie vélo, en fait, qu'il avait fait un pic de fréquence cardiaque à 230 battements par minute. Étant le local de l'étape et le monsieur habitant depuis peu en région marseillaise, c'était en montant le col de la Gineste. Donc le col de la Gineste, vous l'avez vu sur la partie de la diapo, il est célèbre parce qu'il est arpenté par les coureurs du Marseille-Cassis tous les ans le dernier dimanche d'octobre et qu'il y a 20 000 participants dessus et la route a beau être suffisamment large, ça fait quand même beaucoup de monde dans la masse. Donc ce col, c'est un col de 3e catégorie, 4,8 km, 5% de pente avec des passages à 6 ou 7% au maximum. Donc ce n'est pas un grand col, mais c'est un effort qui, pour un cycliste, reste quand même un effort soutenu. Et puis c'est toujours pareil, tout dépend à quel rythme vous le montez. Donc si on revient sur le position paper, dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc l'athlète se présente à la consultation avec une fréquence cardiaque anormale. La première des choses à faire, c'est de voir le caractère symptomatique. La seconde étape de stratification, c'est la fréquence. Est-ce que c'est des événements répétés ou pas? La troisième, c'est la durée de l'événement. Et la quatrième, les circonstances. Au-delà de cette évaluation première, ce que l'on va chercher à savoir, c'est
Est-ce qu'on est confronté à une véritable arythmie ou est-ce que c'est ce que j'appellerais un faux positif du cardiofréquencemètre? Donc pour ça, on va s'appuyer sur des données qui vont être le début et le départ brutal de l'arythmie. Est-ce que c'est un rythme qui peut paraître physiologique ou pas? Est-ce qu'il y a une stabilité à la haute fréquence de cette arythmie? Et est-ce qu'on a un ECG concomitant? Dans le cas qui nous intéresse ici, il est asymptomatique, puisqu'il a constaté au décours de sa sortie vélo, il y a eu un seul épisode de durée courte. Les circonstances, comme je vous l'ai dit, c'est un effort soutenu. Le début et la fin, on a beau regarder dans ces données, il n'y a pas tellement de précision. Le caractère physiologique, 230 battements par minute à 69 ans, pourquoi pas? C'est difficile de répondre. Stabilité, pas d'information dessus, et on n'a pas d'électrocardiogramme. Donc si on avance dans l'algorithme décisionnel ou dans l'algorithme diagnostique qui vous est proposé, si on va dans la direction plutôt d'un faux positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à savoir le niveau de risque pour une cardiopathie structurelle, le niveau de risque pour une hypothétique canalopathie ou pour une arythmie ventriculaire. Au terme de cette avancée-là, vous allez diviser donc le bras en deux parties, une situation dite de haut risque et une situation de bas risque. Dans le cas où vous êtes dans une situation à bas risque, donc plutôt un syndrome du cardiofréquencemètre, il va falloir chercher à déterminer si l'utilisation du cardiofréquencemètre est adaptée et faite de manière intelligente. La deuxième chose, c'est de checker si on peut avoir un ECG qui est concomitant et de ne pas hésiter à répéter les mesures avec le cardiofréquencemètre s'il y a cette possibilité-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette très belle iconographie que je vous montre là, où vous voyez qu'en violet, donc c'est issu de ce même papier, vous avez le type de device chez les athlètes qui vont être utilisés. En bleu clair, vous avez le placement du device, et puis surtout en jaune, et c'est ça tout l'intérêt, c'est bien faire le distinguo entre les devices qui vont faire des mesures de fréquence cardiaque basées sur la pseudoplétismographie et les devices qui vont faire des mesures de fréquence cardiaque plutôt basées sur l'ECG. Qu'est-ce que c'est la différence? Regardez les courbes en haut, voilà, vous avez un tracé électrique, et juste en dessous, vous avez de manière associée le tracé de pseudoplétismographie. Vous voyez que c'est un tracé qui est reconstruit, la pseudoplétismographie. C'est une espèce d'onde de pouls et que donc du coup ça peut beaucoup poser pas mal de problèmes de diagnostic. Si on veut être jusqu'au boutiste et bien connaître le distinguo entre les deux, la pseudoplétismographie, donc c'est basé sur une émission lumineuse et un photodétecteur, et en fait ça ne mesure pas directement l'onde de pouls, mais ça mesure plutôt des variations de volume sanguin au niveau périphérique et au niveau de la distalité. Comme je vous l'ai expliqué, ça génère une onde de pouls et donc ça va permettre de faire un calcul de fréquence cardiaque. Et donc en fait, sur tous ces devices connectés, ce qui est intéressant, c'est que c'est des données algorithmiques qui vont vous interpeller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont détecter des variations importantes de l'intervalle RR sur ces ondes de pouls sur des durées de temps plus importantes. A contrario de l'ECG que vous avez sur la partie droite, qui là va vous générer un tracé, puisque ce sont des mesures directes, et que ça va avoir un véritable apport diagnostique pour le rythme, en faisant en sorte, évidemment, qu'il y ait un clinicien expérimenté derrière qui fasse une relecture des tracés. Device très célèbre, Apple Watch, comme vous la voyez là, qui embarque les deux dispositifs. Sur une Apple Watch, vous avez à la fois la pseudoplétismographie et le tachogramme qui est en haut, avec la photoluminescence verte que vous voyez là, et vous avez également la possibilité d'enregistrer l'électrocardiogramme de manière concomitante en appuyant sur la couronne. Et donc en fait, ce qui fait toute la subtilité de ça, c'est que l'algorithme de détection de l'AFA de l'Apple Watch, il est basé avant tout sur le tachogramme. C'est-à-dire c'est la pseudoplétismographie qui va commencer par envoyer une alerte pour vous dire qu'il y a une irrégularité, et après vous allez vous-même déclencher de manière manuelle l'enregistrement de l'électrocardiogramme, et ça permettra éventuellement de confirmer le diagnostic. Je vais avancer dedans. Voilà ce que vous pouvez avoir et les apports. Ici, vous avez un tracé de fréquence cardiaque sur un cardiofréquencemètre d'une marque très célèbre qui est la marque Garmin. Et vous voyez que vous avez une rupture brutale de fréquence cardiaque dans la partie qui est entourée, où vous avez une fréquence cardiaque qui grimpe de manière considérable et assez brutale, et une fin pareil brutale, et en même temps un électrocardiogramme monopiste enregistré sur l'Apple Watch, ou sur la portion du haut, vous voyez qu'il y a une tachycardie supraventriculaire qui va s'arrêter spontanément. Donc c'est le type de courbe et le type de données que l'on peut obtenir en couplant les objets connectés. Dans notre cas de figure, chez ce monsieur, donc 69 ans, 230 au cardiofréquencemètre sur un effort de montée en col, on va plutôt s'orienter dans la direction d'une arythmie potentiellement suspecte. Donc, que nous dit ce papier? Il nous dit qu'il faut réaliser une évaluation cardiaque qui comprend un électrocardiogramme, une échographie et un test d'effort.
Voici son électrocardiogramme. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'a aucune particularité. Voici des extraits de son échographie qui montrent donc des volumes ventriculaires qui sont normaux. Ce monsieur n'a pas de cœur d'athlète malgré une pratique sportive depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas de particularité non plus sur le plan valvulaire. On retiendra simplement une oreillette gauche qui est un petit peu limite à 35 mm par mètre carré et aussi un profil transmitral qui est un petit peu différent de ce qu'on peut s'attendre à avoir, mais il a quand même 69 ans, donc c'est à pondérer. Donc bien évidemment, j'ai commencé à le faire pédaler. Donc vous avez le début du test d'effort et la suspense. Je vais revenir à mon arbre décisionnel parce que c'est intéressant de le poursuivre. Et donc au terme de cette évaluation de repos, on va partir dans l'hypothèse où vous n'avez pas obtenu de diagnostic sur la base de cette évaluation de repos simple. Vous devez être capable de dire évidemment s'il y a une atteinte structurelle ou pas, de stratifier le risque de canalopathie ou d'arythmie ventriculaire. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ça, c'est qu'au-delà de ça, vous allez vous attacher à essayer de déterminer la fréquence des symptômes et la fréquence de l'arythmie qui est de la plainte ou de la documentation de l'arythmie. Donc si vous avez une arythmie fréquente, à ce moment-là, on va proposer des dispositifs plutôt médicaux qui vont être un holter continu, par exemple de type holter ou de type patch ECG. Mais, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir ouvert la porte vers ça, c'est que dans le cas des arythmies qui sont peu fréquentes et qui sont plutôt prolongées, vous voyez qu'on va vous proposer donc d'utiliser des enregistreurs d'événements qui vont être déclenchés par les patients. Et donc c'est là que tous les objets connectés dont je vous parle tout à l'heure vont avoir une place qui est essentielle. Et enfin, dans la partie la plus à droite, quand on est dans une situation de cardiopathie structurelle ou situation de haut risque de canalopathie ou d'arythmie ventriculaire, il y a quand même une petite place dans les arythmies peu fréquentes, courtes ou asymptomatiques pour le holter implantable. Si on avance dans le test d'effort de ce patient, ici, à la 10e minute, donc vous voyez qu'il démarre une arythmie très rapide, irrégulière à QRS fin, qui dépasse 200 par minute de manière très large. On est à l'acmé de l'effort, il est à 210 watts, qui va durer une vingtaine de secondes et il est strictement asymptomatique. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, on a un accès de FA rapide entre 220 et 240 par minute sur une vingtaine de secondes. Concernant les données du test d'effort, pour essayer de mieux cerner le personnage, il fait quand même 215 watts, ça fait 160% de la théorique à 69 ans, 2,85 watts par kilo, donc c'est pas mal, avec une récupération normale et rien à signaler dessus. Donc vous voyez la fin du test ici, vous êtes à la 11e minute, et ici sur la flèche, vous voyez qu'il repasse en rythme sinusal et après il récupère de manière tout à fait normale. Quand on regarde les données extrapolées du test d'effort, donc vous voyez qu'ici vous avez une rupture évidemment dans la fréquence cardiaque et en fait il a fait 2 épisodes de FA rapide et avec un retour après à des fréquences beaucoup plus conventionnelles. Et ce que j'aime bien dans ces données-là issues des logiciels métiers que l'on a, ou en tout cas des logiciels électro, c'est que ça ressemble fortement à des données que vous avez sur les logiciels propriétaires de vos objets connectés. Ici, ce sont des données de fréquence cardiaque sur une sortie longue en vélo. Et donc, vous voyez que vous avez des fluctuations de la ligne de base. Et le message, c'est qu'il faut bien évidemment toujours les corréler par rapport à l'intensité de l'activité. Ici, en vert, vous avez la pente et vous voyez que dans ce type d'effort-là, sur une montée qui fait 450 mètres de dénivelé positif sur une durée d'une demi-heure, vous avez une fréquence cardiaque qui est croissante jusqu'à l'acmé de l'effort. Et si on regarde les données des valeurs moyennées, ici, vous avez la confirmation qu'effectivement, on est largement au-dessus de 200 par minute dans cet épisode d'arythmie de type fibrillation atriale rapide. Donc en synthèse, c'est un homme de 69 ans, vous l'aurez compris, il est très sportif, c'est même pas qu'il est très sportif, c'est que le sport, c'est sa vie. Et donc il fait aussi, ça c'est pour l'anecdote, à 69 ans, un premier bilan cardiovasculaire. Il n'a jamais vu le cardiologue jusqu'à présent. Ça, je trouve ça assez cocasse. Il fait donc un accès de FA rapide pour lequel il y a une composante adrénergique qui est tout à fait évidente. Il est totalement asymptomatique. Il n'a pas d'atteinte structurelle. Il a des antécédents traumatologiques qui, vous en conviendrez, sont quand même assez lourds. Donc de là, les questions que je vais vous poser, et c'est là que la discussion s'ouvre et en plus je finis à 40 secondes dans le timing parfait, c'est est-ce que vous anticoagulez ce patient? Est-ce que vous le mettez sous antiarythmique? Est-ce que vous vous abstenez? Ça a peut-être sa place aussi dans la discussion. Et qu'est-ce que vous faites de sa pratique sportive? Parce que là, il est à Marseille, il ne se plaît pas à Marseille, il vous dit qu'il va remonter à Chamonix et qu'il envisage de remonter sur le Mont Blanc, de refaire du ski, etc., etc. Moi, à titre personnel, je lui mets une toute petite dose de bêta-bloquant,
Il est à 40 par minute, ça se passe très bien, ça fait 1 an et demi maintenant. Il n'y a pas eu de nouvelle documentation d'accès de fibrillation atriale rapide. Il porte très bien son cardiofréquence-mètre et on a vérifié les courbes ensemble, ça se passe très bien. Et on est assez content du résultat pour le moment. Donc en conclusion, vous avez vu, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'était pour vous montrer que les objets connectés, vous allez y être confrontés et vous allez devoir faire avec. Et c'est d'autant plus vrai que dans cette population sportive, on a tendance à beaucoup utiliser ces objets connectés. Ils sont très friands, les sportifs, de ce genre de données parce que ça leur permet de calibrer un petit peu tout ça et de mieux cerner, d'améliorer ce qui est améliorable dans leur entraînement. Et donc moi, je vous engage à savoir vous appuyer sur les données et donc à pas hésiter à les lire dans les logiciels propriétaires. Souvent, on a plus une attitude de rejet, de dire « Ah non, je ne veux pas regarder, c'est n'importe quoi, etc. » Non, il faut aller vérifier les courbes, aller checker les courbes avec eux qui vous montrent leur Garmin, leurs données Strava, etc. pour voir si c'est des choses qui sont cohérentes ou pas. Ces objets connectés sont une aide diagnostique extrêmement précieuse et je pense qu'à terme, on peut tout à fait envisager une disparition des dispositifs médicaux pour des objets connectés qui seront accessibles au grand public. Ce n'est pas une folie de le penser. Et que je pense qu'on doit être capable, nous, en tant que cardiologues qui nous occupons de patients sportifs, de proposer, d'orienter le type d'outils. Expliquez-leur bien qu'il faut privilégier les outils basés sur l'électrocardiogramme plus que sur la pseudoclétismographie. Et le message de ce cas clinique, c'est que moi, je trouvais farfelu quand il est venu me voir ce qu'il me racontait, parce qu'il n'avait pas le profil du geek qui utilise le cardiofréquence-mètre, le capteur de puissance, etc. Mais que finalement, je pense qu'il ne faut jamais négliger les alertes. Voilà, je vous remercie. À demain matin pour les foulées. Pour les plus matinaux et sportifs d'entre vous, j'aurai le plaisir d'animer les foulées qui partiront donc de l'Ambrière et qui iront jusqu'à la Corniche pour aller jusqu'à la rade qui accueillera les épreuves nautiques des JO de l'année prochaine.